Bonjour et bienvenue sur Allo fait dodo, le podcast SOS des parents, qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Parce que nous sommes convaincus que la famille est un tout, où chaque membre a sa place et où le mal-être de l'un impacte le bonheur commun, nous vous proposons ici une approche à 360 degrés de la famille. Nous vous parlons de votre quotidien sous tous ses angles. Vos enfants, vous en tant que parents, mais aussi et surtout la qualité de la relation sont au cœur des sujets de chaque épisode. Toutes les semaines, je reçois des experts, des consultants, des consultantes, des professionnels de la petite enfance qui, à l'image de Caroline Ferriol, fondatrice de l'univers Fait Dodo, ont tous en commun d'être passionnés et profondément bienveillants dans leur approche et leurs conseils. Nous parcourons ensemble les sujets qui vous intéressent, vous intriguent et vous troublent parfois. Car oui, en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Pour les curieux qui se demanderaient qui est cette voix derrière le micro, eh bien je m'appelle Aurélie Montin, je suis consultante spécialiste du sommeil adulte et auteure du podcast Insomnie hors de mon lit. J'anime Allo fait dodo chaque semaine, avec pour objectif de vous proposer le meilleur de chacune de mes invités, ainsi que les sujets les plus percutants. Il m'arrivera parfois de changer de place derrière le micro pour vous parler sommeil, de votre sommeil à vous, parents, car oui, dormir quand on fonde une famille est aussi un challenge parfois. Très bonne écoute à toutes et à tous. Caroline, on se retrouve pour la suite de l'épisode sur mon bébé ne fait toujours pas ses nuits ou mon enfant ne fait toujours pas ses nuits. Pour les auditrices ou auditeurs qui arrivent sur cet épisode-là, sachez que c'est la deuxième partie d'un grand épisode que nous avons décidé de faire avec Caroline sur l'explication et sur les différents conseils que Caroline, tu souhaites donner aux parents pour les enfants qui ne font pas leur nuit. Sachant que dans la première partie, tu as beaucoup parlé aussi du sommeil, tu as donné beaucoup d'explications sur le sommeil et sur cette notion de faire ses nuits. Et on a décidé toutes les deux finalement de faire cet épisode en deux parties parce qu'il est très consistant, très, très, très riche. Et là, tu vas nous détailler finalement les 5 éléments, enfin même plus que ça, hein, finalement les 5 grands items, les 5 thématiques, 5 choses à mettre en place pour aider bébé à faire ses nuits. Donc bien sûr, je vous invite, si vous n'avez pas écouté la première partie de cet épisode, à y aller et à nous rejoindre ensuite pour ces conseils pratico-pratiques. Oui, c'est ce que, on va se résumer à 5 pour aujourd'hui et puis ensuite on pourra en dire d'autres dans d'autres podcasts, mais c'est déjà pour moi les 5 grandes, les 5 grands items, qu'il faut regarder. Alors le premier pour moi, ça va être aussi basique que ça puisse paraître, ça va être la température et la luminosité. Dans la chambre de l'enfant, alors qu'il dorme en cododo avec vous ou bien qu'il soit dans une chambre seule, je vous invite à faire très très attention à la température de la chambre. La température de la chambre d'un enfant doit être comprise entre 18 et 20 degrés. Parfois, pour certains parents, ça peut paraître une température trop basse. Certains adultes aiment bien dormir à une température plus élevée. Alors Aurélie, toi d'ailleurs, tu indiqueras que tu ne leur conseilles pas. C'est un autre sujet, mais oui, globalement, même pour les adultes, c'est aussi la température idéale. Et comme chez les bébés et chez les enfants, on est toujours en puissance 10, eh bien, l'impact chez eux va être très important et va même se jouer du côté vraiment santé. C'est-à-dire que les risques de mort subite du nourrisson vont être accrus dès lors que la température va dépasser 20 degrés. Donc c'est en ça que pour moi c'est vraiment important. Une température trop élevée va empêcher bébé de pouvoir d'une part s'endormir, de faire baisser la température de son corps, et puis de rester endormi dans la nuit également. Donc attention à ne pas trop couvrir bébé non plus, mais à le couvrir suffisamment. Chez Fait Dodo, on fournit d'ailleurs un tableau avec que les parents adorent. Sur comment habiller bébé en fonction de la température. Moi, je conseille vraiment de mettre un thermomètre dans la chambre et de toujours regarder chaque soir, chaque sieste, exactement quelle température il fait. C'est vraiment quelque chose qui vous aidera beaucoup à la fois pour l'endormissement et puis à la fois pour que votre enfant puisse rester endormi.
le plus longtemps possible dans la nuit, qu'il ne soit pas gêné et que la température de son corps puisse rester basse et qu'il puisse rester bien endormi. Il va y avoir aussi du coup Surtout que oui, pardon. Surtout que effectivement, Caroline, pour corroborer ce que tu dis, c'est important d'avoir le thermomètre, pardon, dans la chambre de l'enfant et puis de pas forcément faire non plus le parallèle entre nous adultes et l'enfant parce que les métabolismes sont vraiment différents et je trouve ça super justement que tu puisses fournir une petite fiche de rappel pour les parents parce que, bah, nous parfois on peut penser, qu'il fait trop chaud ou trop froid sauf qu'en fait, l'enfant lui il a un métabolisme, bah, vraiment propre et puis il a pas besoin d'être couvert à l'extrême à partir du moment où il a déjà, quelques mois de vie et Mmh. effectivement de ce que, moi j'ai pu constater en tout cas à titre personnel, les enfants sont extrêmement couverts, beaucoup Mmh. trop couverts en fait par rapport à leurs besoins pour le sommeil, hein, j'entends bien sûr, par rapport à ce que tu disais. Oui, ouais, complètement. Cette fiche-là d'ailleurs pour, tous les si des femmes enceintes nous écoutent ou jeunes parents, elle est fournie également, hein, dans le cadre de la box sommeil et pour les personnes qui font un accompagnement, elle est fournie aussi, à toutes les familles. Et de toute façon, si vous ne passez pas par Fedodo, c'est quelque chose que vous pouvez trouver sur internet. Ce sont des données qui sont assez facilement accessibles et ça peut être vraiment important de les avoir, de les imprimer et de l'avoir à chaque fois qu'on habille bébé et qu'on le couche. Et je maintiens aussi pour les siestes. Sieste et nuit, on vérifie la température. Mmh. Au niveau de la deuxième chose dont je voulais parler sur voilà, cet item-là, c'est la luminosité. La lumière, elle est aussi très impactante. Alors, sur entre 0 et 2 mois, globalement, votre enfant va pouvoir dormir, quelle que soit la luminosité, puisqu'on l'a vu ensemble, l'horloge circadienne n'est pas mise en place et ou elle est en train de se mettre en place. Et globalement, il n'y a pas vraiment d'impact sur l'endormissement et sur la capacité à pouvoir rester endormi. Par contre, à partir de 2 mois et suivant la sensibilité de chacun, puisque on n'a pas la même sensibilité à la lumière, ça va pouvoir être vraiment un des éléments très importants pour aider bébé à rallonger ses siestes ou à rester endormi la nuit. Donc, ça va être très important d'être sur de l'obscurité à 100% pour certains enfants. Pour d'autres, ça va être moins impactant, mais il faut vraiment savoir que ça, c'est quelque chose de biologique sur lequel j'ai pas mal d'appels de parents qui me demandent ah mais mon enfant n'arrive pas à dormir en poussette ou j'aimerais bien qu'il puisse se désensibiliser et puis dormir en plein jour au milieu d'un restaurant ou à une fête, etc. Alors au niveau du bruit, en effet, c'est quelque chose qui ne va pas jouer sur notre horloge circadienne et qui est moins biologique et on peut faire de la désensibilisation au bruit. Ça, c'est OK. Par contre, il faut vraiment savoir que malheureusement, pour ce qui concerne la lumière, là, c'est vraiment quelque chose qui peut être soit pas du tout désensibilisable, je sais pas si c'est un terme français, mais il est parfois peu ou pas du tout possible si un enfant a vraiment besoin pour dormir de la nuit noire et d'une vraie obscurité, il sera très compliqué pour lui de dormir avec plus de lumière. C'est aussi pas mal de problématiques parfois pour des enfants qui dorment en crèche où parfois la lumière est laissée notamment pour les siestes. Donc à partir de 2 mois, pour favoriser les longues siestes, un endormissement plus facile pour l'enfant, une bonne production de mélatonine également durant le sommeil ou à l'endormissement. Jouer sur la luminosité et l'obscurité, hein, précisément, ça va être quelque chose d'important. Attention à nos environnements électriques, hein, clairement, au fait que chez nous, on va vraiment mettre beaucoup de lumière. En fin de journée, n'hésitez pas à vraiment baisser la lumière, voire même pour certaines familles qui mettent des petites bougies. Clairement, c'est quelque chose d'impactant et pour préparer votre enfant à aller vers le sommeil, la diminution de la luminosité, c'est vraiment important parce que on n'oublie pas qu'on est vraiment des êtres qui sont régulés sur cet aspect jour-nuit et cette production hormonale au niveau de notre sommeil.
La deuxième chose dont je voulais parler aux parents pour vraiment aider à mettre en place pour les nuits de bébé, là, on parle et pas de manière générale le sommeil, même si ça rejoint aussi de manière générale le sommeil, mais là j'accentue vraiment sur pour aider bébé à faire ses nuits, ça va être l'environnement de sommeil. Et l'environnement de sommeil, donc que ce soit en cododo ou que ce soit dans sa chambre, c'est quelque chose qui va aussi être impactant pour votre enfant. Moi, je vais vraiment conseiller déjà un lit sécuritaire et sécurisant. Et ces deux mots-là sont importants, sécuritaire, sécurisant. Après, certains bébés vont dormir ou nourrissons dans le lit parfois avec papa et maman. Alors on sait que voilà, il y a quand même des risques de mort subite du nourrisson, mais pour moi c'est pas le sujet là aujourd'hui. À partir du moment où votre enfant dort dans un lit, en tout cas, je vais vous conseiller que ça puisse être un lit donc sécuritaire dans lequel il n'y a pas de couverture dans lequel il peut s'en mêler. Il n'y a pas multiples peluches qui vont pouvoir aussi du coup perturber son sommeil et possiblement aussi ses stratégies de sommeil. Et puis que ce soit un lit dans lequel il puisse éventuellement aussi bouger s'il a une motricité suffisante. Donc vraiment lui proposer un lit qui grandit avec lui. Et j'avais une maman qui justement, dont la fille faisait quelques réveils de nuit. Et clairement, la problématique se tournait de ce côté-là aussi. C'est-à-dire que la petite avait 7-8 mois, puis elle était restée dans un tout petit lit de cododo, une sorte de berceau, et elle n'avait pas la possibilité de se retourner. Or, c'était une enfant qui avait vraiment envie de se mettre sur le ventre, de faire un petit peu du quatre pattes dans son lit avant de s'endormir. Et ça, c'est vraiment important à prendre en compte. Donc, lui proposer à votre enfant un lit suffisamment grand, suffisamment sécuritaire sans être rempli de diverses choses. On évite fortement le mobile au-dessus du lit, on évite trop de stimulation dans la chambre, donc on va vraiment avoir une chambre dont les murs sont plutôt sobres, on évite les tapisseries à multiples décorations, animaux, etc. La chambre, il faut pas oublier que c'est un lieu de sommeil pour votre enfant, entre autres. Et puis même si c'est votre chambre, parfois quand on est parent, et puis jeunes parents aussi, on est un peu débordé partout. Et puis notre chambre, c'est un grand capharnaüm. Je vous invite à ranger les chambres, que ce soit celle de votre enfant ou la vôtre, et à avoir un environnement de sommeil avec le moins de stimulation possible et le plus apaisant possible. C'est-à-dire que quand on rentre dans cette pièce, d'une part, on s'y sent bien, les choses sont rangées, il n'y a pas trop d'éléments qui puissent attirer l'attention de bébé. Et lorsqu'il est mis dans son lit est aussi un cocon sécurisant également. Je vais avoir beaucoup de familles qui vont mettre les enfants dans c'est la grande mode des lits Montessori, donc des lits complètement ouverts. Alors nous, pour le coup, chez Fedodo, on est très très en lien avec la pédagogie Montessori, mais Marianne Montessori n'était pas spécialiste du sommeil malheureusement. Et au niveau des préceptes donnés, d'un lit complètement ouvert pour l'enfant, on va se retrouver avec pas mal de problématiques chez les petits avant 3 ans. En tout cas, les lits ouverts Montessori au sol sont vraiment top à partir de 2 ans et demi, 3 ans. Avant ça, on va se retrouver avec des bébés avec un grand sentiment d'insécurité. Parce que ces lits-là vont être beaucoup trop ouverts sur l'environnement. Or, il ne faut pas oublier que l'être humain est vraiment voué à se sentir en sécurité lorsqu'il va aller dormir. Et se sentir en sécurité, c'est aussi nicher. Et c'est aussi être dans une petite grotte, dans un petit coin. Donc moi, j'invite vraiment à ce que le lit de l'enfant, que vous soyez sur un lit cododo d'ailleurs ou dans sa chambre, vous soyez vraiment dans un coin. On met pas le lit au milieu de la pièce. On essaye de boucler au moins 2 côtés du mur du lit, pour l'enfant. Et puis les tout petits, même si les 2 côtés du mur sont remplis dans un lit au sol, il y a 2 autres côtés immensément ouverts. Et je vais avoir beaucoup de petits qui vont être très très insécurisés par ça. Et dès qu'on va les passer dans un lit parapluie ou dans un lit à barreaux, vont se sentir vraiment beaucoup mieux et vont vraiment faire la demande d'ailleurs à leurs parents de plutôt aller dans ce type de lit lorsqu'ils posent la question à leur enfant. Donc pour les
parents qui ont peut-être déjà mis en place des lits ouverts avant 2 ans et demi, 3 ans, moi je leur propose, alors pas forcément d'enlever le lit ouvert, mais de plutôt mettre un lit aussi parapluie dans la chambre et de proposer à l'enfant. Bah tiens, est-ce que tu as envie de plutôt aller dormir dans ton lit parapluie ou dans le grand lit? Et vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui vont, une fois qu'ils auront expérimenté le lit fermé, préférer cette option-là. C'est globalement, en fait, tout simplement plus sécurisant, plus contenant et le bébé a besoin de contenance et le jeune enfant également. Il y a aussi une autre problématique qui est celle de la responsabilité, de faire porter le poids de la responsabilité à un enfant de moins de 2 ans et demi, 3 ans en termes de maturité dans son cerveau. Ça n'est pas possible de lui faire porter la responsabilité de sortir ou non de son lit. Et ça, malheureusement, on va retrouver ça dans beaucoup de familles. Alors de 0 à 8-9 mois, ça pose pas trop de problème parce que la motricité de l'enfant ne lui permet souvent pas de sortir de son lit. Mais à partir de 8-9 mois, je vais avoir pas mal de familles qui m'appellent et qui me disent « mais je ne comprends pas, mon enfant sort de son lit au moment où je le mets à dormir et du coup on se fâche et on le remet dans son lit X fois, on lui court après dans toute la maison ». Il faut savoir que le développement et l'enfant, de toute façon, est sans cesse poussé vers l'éveil et qu'il est normal qu'un petit de moins de 2 ans et demi, 3 ans ne comprenne pas une injonction du parent qui est celle de lui demander de rester dans son lit. Ça n'est pas possible pour lui de respecter cette consigne. Il est normal que si le lit est ouvert, il en sorte, tout simplement. Et donc, venir rentrer dans une relation conflictuelle entre le parent et l'enfant à ce sujet-là avant 3 ans, c'est trop dommage en fait. Et il ne faut pas oublier qu'en parentalité positive, on va surtout et souvent s'aider de l'environnement. Et avoir un lit fermé, eh bien, c'est s'aider dans l'environnement. C'est l'environnement qui vient poser le cadre, tout simplement. Et moi, j'invite à ce que ce soit l'environnement qui pose le cadre avant 2 ans et demi, 3 ans, puisque de toute façon, avant ça, l'enfant ne peut pas respecter, en tout cas, un cadre posé par la voix du parent. Et autre chose, dernière chose à ce sujet, un lit ouvert complètement, c'est un lit dont l'enfant peut tomber aussi. Et même si les parents vont mettre, s'il tombe, c'est pas grave, je mets des matelas en dessous, il ne se fera pas mal. Certes, il ne se fera pas mal, mais si un enfant tombe pendant son sommeil, possiblement ça va le réveiller et ça va l'insécuriser. C'est comme si vous tombiez de votre lit plusieurs fois ou une fois même dans la nuit, ça a quelque chose de traumatisant. Donc, éviter ce type de traumatisme et d'angoisse à mettre en place pour votre petit, ça me semble assez important en fait. Ok. Ok Caroline, je crois que tu voulais aussi nous parler du sommeil de jour en lien avec ce sommeil de nuit, justement. Oui, tout à fait. Alors, en troisième point, pour vraiment venir aider bébé à faire ses nuits, le sommeil de nuit est très en lien avec le sommeil de jour. Et donc, je vous invite à regarder vraiment si votre enfant dort suffisamment la journée. S'il fait des belles et longues siestes, c'est-à-dire pas des siestes de 30 minutes, des siestes d'au moins 1 heure, un cycle, et c'est bien s'il en fait au moins 1 ou 2 de 2 heures dans la journée également, si son quota de sommeil de jour est suffisant. Parce qu'un quota de sommeil de jour qui n'est pas suffisant va avoir un impact direct sur la qualité des nuits. On l'a vu, à la fois sur le taux de cortisol trop élevé et donc la difficulté pour l'enfant à plonger en sommeil profond. Et donc l'enfant va rester en sommeil léger. Et puis également, lorsque l'enfant va commencer à grandir, on va même voir apparaître ce qu'on appelle les terreurs nocturnes. Et il faut savoir que la seule cause des terreurs nocturnes que l'on va voir chez les enfants, et on y reviendra sur un podcast dédié, ça va être en fait le manque de sommeil de jour. Donc les terreurs nocturnes veulent dire qu'il y a trop peu de sommeil de jour pour l'enfant. De même d'ailleurs que les cauchemars, mais les cauchemars c'est encore autre chose, c'est de la surstimulation, mais ça va aussi de pair avec un manque de sommeil. Et la seule manière d'arrêter les terreurs nocturnes, c'est de retrouver pour l'enfant un quota de sommeil de jour suffisant. Donc c'était vraiment un point important. Si vous voulez que votre enfant réussisse à bien dormir la nuit, à allonger ses plages de sommeil, à faire des nuits complètes, faites très attention à ce qu'il ait suffisamment de siestes et suffisamment longues sur la journée.
Et comme tu le disais, Caroline, on fera un épisode dédié sur les siestes, justement, en tout cas sur le sommeil de jour, qui viendra compléter et puis approfondir là ce que tu nous as présenté. Oui, complètement. En quatrième point, ça va être, et les parents en entendent très très souvent parler, ça va être la mise en place de rituels, rassurants et identiques chaque soir. Donc avant d'aller se coucher, je vous conseille vraiment de dédier les 30 minutes qui précèdent le coucher de votre enfant à la mise en place d'un rituel. Et ce rituel, je vous invite à ce qu'il soit vraiment strictement identique tous les soirs. Que ce soit papa ou maman qui le fasse, que les actions, un coup c'est papa qui fait le bain, un coup c'est maman, peu importe, mais que les actions qui se suivent soient toujours les mêmes pour bébé. Alors ça peut être, on démarre par la dernière tétée éventuellement de la journée, et puis ensuite on va prendre un bain très rapide, on fait un petit peu de peau à peau, on fait la mise en pyjama, on va dans la chambre, ou bien ça peut être là qu'on fait d'ailleurs la dernière tétée de la journée si on veut, ou bien c'est un moment chanson, câlin, une histoire. Moi j'invite à ce que les histoires ce soit pas avant l'âge de 16-18 mois. À cet âge-là, avant cet âge-là, une histoire dans la chambre, c'est surtout surstimulant pour l'enfant qui est déjà vraiment très très fatigué. Donc mieux vaut une ambiance tamisée, un gros câlin avec la dernière chanson de la fin de journée tranquillement avec papa ou avec maman, et ensuite je pose mon enfant dans son berceau, dans son lit de cododo ou dans son lit, dans sa chambre, tout simplement. Donc ça, c'est un exemple de rituel. Il peut y en avoir 1000, des rituels différents. L'important, c'est vraiment que durant cette demi-heure qui précède le coucher de l'enfant, il y ait ces actions qui se répètent. C'est extrêmement sécurisant pour l'enfant. Ça vient aussi mettre la fin de la journée. En fait, l'enfant sait qu'ensuite, après toutes ces actions, ça veut dire qu'on démarre la nuit. C'est une vraie compréhension des choses, on scindait jour et nuit. C'est un vrai passage. Et ça vient vraiment aussi, on vient poser des choses pour, déjà, on remplit le réservoir affectif de l'enfant. C'est vraiment le moment de faire les gros câlins, de se dire qu'on s'aime. On vient poser dans son lit un enfant rassuré, serein, qui a passé un temps privilégié avec ses parents également, et puis un enfant qui a suffisamment mangé, c'est aussi le moment un petit peu du soin. C'est vraiment le rituel, le moment apaisant et le moment de passage, en fait, vers le sommeil. Ça ouvre la porte du sommeil. C'est ça, tout à fait. Et éventuellement le moment de retrouver doudou. Alors d'ailleurs, j'ai pas mis dans les points abordés. Alors on va peut-être, au lieu de 5, on va peut-être en mettre 6, parce que quand même le doudou, c'est quelque chose auquel moi je tiens. Moi, je vous invite vraiment à pouvoir introduire un doudou pour votre enfant à partir de 2 mois, et à lui proposer en fait pour les temps de sommeil. Donc idéalement, vraiment, le doudou ne sort pas du lit, ou en tout cas du sommeil, est vraiment dédié au sommeil, aux phases de sommeil, qu'ils dorment en poussette exceptionnellement, ou à quelque autre endroit. Doudou doit être lié au sommeil et pas à autre chose. Alors pour introduire doudou, il peut venir durant les tétées, que ce soit au biberon ou au sein. Ça, durant les moments un petit peu câlins, ça peut être une bonne chose. Maman peut dormir avec pour mettre son odeur dessus éventuellement. Et doudou, c'est vraiment un objet de transition vers le sommeil. C'est une partie de l'enfant, c'est son imaginaire, et c'est aussi ce qui reste avec lui tout au long de la nuit. Doudou, il ne s'en va pas. C'est vraiment un élément de réassurance. Doudou est là à tous les moments de sommeil. Il ne disparaît pas pendant le sommeil. Il est, je me fais un petit micro-réveil, je reprends doudou et je me rendors. Donc, je vous invite à proposer un doudou à votre enfant. Ça pourrait peut-être être intéressant, Caroline, qu'une fois prochaine, on fasse une petite bulle podcast sur le doudou. Oui. Moi, je connais pas mal de parents finalement qui disent non, mais moi je suis pas du tout doudou, mon enfant n'a jamais de doudou, ça prend la poussière, c'est plein de bave quand ils sont malades, etc. Et je pense que ça peut être intéressant de se faire vraiment une bulle spéciale doudou et voir Oui. l'importance que ça peut avoir finalement pour le sommeil de l'enfant. Oui, complètement. On se met ça sur le planning. Ça marche. Alors, le dernier point que tu voulais évoquer. Le dernier point, et pas des moindres, évidemment, pour aider bébé à faire sa nuit, ça va être, et c'est vraiment un élément très très important pour le coup, ça va être de lui permettre de conserver ses conditions d'endormissement, en fait, de conserver les conditions d'endormissement identiques durant toute la nuit.
C'est-à-dire que votre enfant s'est endormi dans des conditions spécifiques avec nous, ce qu'on appelle chez nous des stratégies de sommeil. Moi, je vais vraiment vous inviter à ce que ces stratégies de sommeil et ces conditions d'endormissement soient conservées absolument toute la nuit. C'est-à-dire que vous avez mis une musique pour qu'il s'endorme. Sachez que si vous avez fait le choix de ça, dans ces cas-là, il faut que la musique, elle tourne toute la nuit. Sinon, ça va lui provoquer des vrais réveils au lieu de micro-réveils. Si vous avez choisi que votre enfant s'endorme au sein, ça veut dire qu'il faut rester avec lui toute la nuit. Et même pas partir prendre une douche ou manger. C'est-à-dire que vous vous couchez avec votre enfant et puis vous faites des nuits de 12 heures également. Ça veut dire que s'il s'est endormi tranquillement, seul, dans sa chambre, dans son lit, eh bien, il reste tranquillement, seul, dans sa chambre, dans son lit, toute la nuit, rien ne bouge. Et conserver ces conditions d'endormissement vraiment identiques toute la nuit, c'est une des clés principales pour éviter la mise en place d'angoisse pour votre enfant, éviter la mise en place d'insomnie, de micro-réveils qui se transforment en vrais réveils et justement la mise en place de dettes de sommeil. Après, le chemin de chaque parent est vraiment personnel parce que on a des parents qui vont souhaiter garder du cododo pendant très longtemps, soit des mois, soit des années. Dans ces cas-là, il faut être vraiment tout à fait conscient que si mon enfant s'est endormi en ma présence, qu'il se soit endormi au sein ou pas, qu'il se soit endormi en étant bercé ou juste avec moi à ses côtés, il faut vraiment comprendre que mon enfant s'est endormi de cette manière. Ça veut dire qu'à chaque minute de son sommeil ensuite, il a besoin que ce soit conservé. Mon enfant s'est endormi en étant bercé dans mes bras. Mon enfant a besoin de continuer à être bercé dans mes bras toute la nuit pour qu'il puisse dormir en non-stop. Alors, on est d'accord. Du coup, ça devient parfois très compliqué avec ce que l'on met en place comme condition d'endormissement de son enfant. Parfois, c'est très simple parce que ça correspond à nos valeurs familiales. Et puis, parfois, c'est une sorte de prison, de poids parfois insurmontable. Et c'est en ça que lorsque c'est difficile pour vous et que vous sentez qu'en plus de ça, se met en place une dette de sommeil ou des vrais troubles du sommeil pour votre enfant, moi, je vous invite vraiment à réfléchir, soit à changer les choses dans votre famille, si vous n'avez pas besoin d'aide, à les mettre en place, soit à vous faire aider pour pour prendre un autre chemin vers le sommeil, en tout cas. Mais alors du coup, Caroline, vraiment ce point effectivement tu disais il est important et il me semble même, effectivement extrêmement important parce que, par exemple, lors de l'allaitement, un bébé qui va s'endormir au sein, qu'on va ensuite poser dans son lit, on n'est plus dans les mêmes conditions d'endormissement. Oui. Donc ça peut expliquer des réveils, ça peut expliquer des craintes de bébé, Oui, ça peut complètement. expliquer beaucoup de choses. Oui, D'accord. il est vraiment complètement normal. Moi, je fais des simulations aux parents, je leur raconte des petites histoires. Je leur dis, imaginez-vous vous endormir au sein de votre mère, tranquillement, en sécurité. Vous êtes dans ses bras, vous sentez la chaleur de son corps, vous entendez son rythme cardiaque. Et puis, tout d'un coup, vous vous réveillez en sursaut. Vous êtes sur un matelas froid et dur. Maman, possiblement, n'est plus là. Évidemment, votre réaction, c'est de pleurer, hein, c'est de hurler. Et en fait, on a même un système d'alerte dans notre cerveau, c'est-à-dire que tous nos micro-réveils inconscients sont là pour vraiment vérifier que l'environnement reste exactement le même et est sécuritaire. À partir de l'environnement, là, immédiatement, l'enfant est réveillé et l'enfant est réveillé avec vraiment de l'angoisse et de l'adrénaline. Et c'est ce qui vient poser beaucoup de troubles du sommeil, d'angoisse qui se mettent en place de manière insidieuse tout au long des nuits, des siestes pour les enfants. Petite précision peut-être Caroline par rapport à ça. Est-ce que ce que là tu évoques sur les conditions d'endormissement, ça vaut depuis la naissance? Ou est-ce que ça évolue avec les semaines et les mois qui passent? Alors, entre 0 et 2 mois, on va vraiment être un petit peu dans un nuage. Alors, ça dépend des enfants. Parfois, dès 1 mois, on va avoir des enfants qui vont commencer à présenter des troubles du sommeil. Mais c'est entre 0 et 2 mois.
on a une sorte de petite parenthèse de toute façon où moi j'invite beaucoup les parents à aller vers le fait de rechercher au maximum des conditions de sommeil pour l'enfant qui soient très en lien avec les conditions de sommeil que l'enfant avait en vie intra-utérine. Et ça, de toute façon, je pense qu'on refera un podcast spécifique sur vraiment l'arrivée de bébé. C'est ce dont on parle énormément d'ailleurs dans la box un sommeil de rêve pour voilà les futurs parents, etc. Durant les ateliers, on appuie vraiment sur tout ça. Il y a beaucoup de choses à mettre en place et à comprendre à ce moment-là. Par contre, à passer 3-4 mois, vraiment entre 3 et 6 mois, là vraiment c'est le moment où peuvent se mettre en place des troubles du sommeil parce que l'enfant commence vraiment à grandir, à être beaucoup plus présent et à mettre en place des croyances tout simplement vis-à-vis de son sommeil et où des choses vont s'entériner, s'enraciner et parfois pas dans le bon sens. Donc là, si je résume juste ce dernier point, ce que tu viens de dire, en gros, dans les tout premiers mois, il y a un petit peu plus de flexibilité pour le parent, où justement, il va pouvoir peut-être aussi voir lui, dans son organisation et dans son quotidien, ce qui sera le plus à l'adroit, finalement, le plus adéquat pour la suite par rapport à l'endormissement de l'enfant. Est-ce qu'il se voit, par exemple, faire du cododo tel que tu l'évoquais tout à l'heure pendant 6, 8 mois, 10 mois, 1 an, et cetera? Ou alors comment finalement est-ce que l'enfant, c'est préférable qu'il trouve ses repères directement en dormant dans son lit, seul, et cetera? Et par contre, à partir de 3-4 mois, il y a un petit peu une bascule qui se fait où là, ce qui va se mettre en place, l'enfant va vraiment en prendre pleinement conscience et ça, ce sera à répéter systématiquement. Sinon, il sera dans l'inquiétude, dans l'angoisse et il ne trouvera plus ses repères. C'est ça? Exactement, oui, complètement. Ouais. OK. Et, Donc et 5 alors, points, Caroline. excuse-moi, à répéter systématiquement, mais c'est pas parce qu'on a mis quelque chose en place que c'est irrémédiable. Il est possible d'effectuer un changement et de tourner des pages aussi et d'aller vers autre chose. Mais pour ça, il faut vraiment effectuer un vrai changement. Oui, tu as raison, j'aurais dû préciser du coup sans tierce personne, sans accompagnement, sans finalement changer beaucoup de choses. De façon générale, les parents vont répéter, ces gestes-là et pour en sortir, là, du coup, il y a tout un processus à mettre en place et du coup, c'est le cœur même de ton travail, bien sûr, Oui, enfin de ton travail et des Fedodo, dans l'univers Fedodo. oui. Du coup, si on reprend les 5 grandes thématiques que tu nous as détaillées là, de façon, d'ailleurs très, très, très complète. Je te remercie Caroline, c'était vraiment très, très riche. On a passé un grand temps finalement à détailler tout ça. Donc tu nous as parlé de la température et de la luminosité, de l'environnement de sommeil, d'avoir suffisamment de sommeil de jour et d'ailleurs on reviendra, bien sûr sur ce point-là. Le rituel, rassurant, identique chaque soir et ensuite les conditions d'endormissement, donc là, bien les conserver. En dernier point et en point crucial finalement Ouais. qui peuvent être à noter, noir sur blanc pour les parents. Et avec le petit plus du doudou, OK, dont on reparlera. avec le petit plus du doudou, tu as raison. Et ben, du coup, tu disais là justement, que c'était possible de mettre en place des changements. C'était possible, de, voir un petit peu différemment le sommeil de son enfant lorsqu'on se rend compte qu'il y a des troubles, de l'aborder différemment, de mettre en place des changements pour l'enfant tout en douceur. Il y a des solutions qui existent justement pour se faire aider, pour sortir de la situation de dette de sommeil que tu évoquais tout à l'heure et qui est vraiment délétère pour l'enfant, mais à court, moyen et long terme, hein. Ça, c'est vrai qu'on l'a pas évoqué en tant que tel. Tu as parlé de beaucoup de symptômes de l'enfant qui était en dette de sommeil, mais c'est vrai que ça peut créer des gros troubles du sommeil, des grosses insomnies même chez l'adulte. Il Oui. faut vraiment voir ça, à long terme. Et donc, on peut se faire aider. On peut se faire aider individuellement. Quelles sont les solutions aujourd'hui qui existent pour aller plus loin lorsqu'on se rend compte que son enfant est en dette de sommeil et qu'on est un petit peu perdu? Alors heureusement et la chance qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, il existe, oui, en effet, beaucoup de solutions et beaucoup de solutions, qui sortent, de finalement ce dont on entend beaucoup parler, depuis, pas mal de générations. Il y a parce que quand les parents vont s'adresser, même encore aujourd'hui, parfois à un professionnel de santé ou vont demander de l'aide, ou vont en parler à la famille, la réponse pour les parents, ça va souvent être, soit: «Ah bah, de toute façon, le sommeil, c'est une vraie galère, tu en as pour des années,
c'est comme ça, tu dois t'y faire, ou il fait tes nuits, vous voulez qu'il fasse ses nuits ou vos nuits, et donc en gros, de laisser la détresse, et puis de vivre une parentalité loin d'être apaisée et souvent très très difficile, avec des dettes de sommeil très longues et pour l'enfant et pour l'adulte, ou bien l'autre solution qui est souvent dite, c'est écoute, laisse-le pleurer, il finira bien par s'endormir. Mets-le bien dans la chambre du fond tout seul, et puis tu fais ça pendant quelques jours et tu vas voir que ça va tout solutionner. Heureusement, et ça peut, être assez violent également à recevoir, hein, dans un sens comme dans l'autre. Finalement, soit la situation mais il n'y a pas de solution, c'est comme ça, aucun enfant ne dort et c'est bien la dure vie de parents, ou bien laisse-le hurler et tout ira bien. Et tout ça, c'est très violent, hein, à recevoir pour le parent, et pour beaucoup de parents, ça n'est plus du tout envisageable, que ce soit l'un ou l'autre. Même si moi, je vois de plus en plus de parents qui envisagent le fait de rester en dette de sommeil, et ça, par contre, c'est un vrai drame, hein, aujourd'hui dans nos sociétés. Heureusement, aujourd'hui, il y a d'autres voies. Alors, chez Fedodo, on en propose une, évidemment, parce que c'est le cœur de notre métier, et qui vient vraiment, chez nous en tout cas, être dans un plein accompagnement des familles, et unique et personnalisé en fonction de ce qui se passe pour chaque famille, pour chaque enfant, en fonction des valeurs familiales. Et c'est de cette manière-là que je forme l'ensemble de nos consultantes, avec aussi une vraie formation des parents. On vient leur permettre de comprendre en fait, hein, ce qu'il se passe, et ensuite d'être accompagnés dans la mise en place du changement. Et puis il existe aussi plein d'autres choses. Aujourd'hui, on a quand même pas mal de consultants sommeil qui parfois vont travailler juste sur de la consultation ponctuelle, qui vont pouvoir donner des pistes de compréhension de ce qui se passe pour la famille, et puis ensuite la famille essaye de mettre en place seule les choses. Moi, j'ai pas souhaité prendre ce chemin-là chez Fedodo, parce que c'est de ce que je vois en fait, et de ce que je sais, le sommeil, est-ce qu'il peut se mettre en place, c'est extrêmement fin, et parfois le conseil d'une consultante sur un levier à actionner, finalement, ne va pas être le bon pour la famille et pour l'enfant, et puis il va quand même être actionné seul dans la famille et mis en place, et puis ça va provoquer des choses catastrophiques. Et puis comme il n'y a pas de suivi heure par heure comme nous on va faire, il n'y a pas d'ajustement possible. Et c'est en ça que parfois il y a vraiment des choses difficiles qui se vivent, voire une augmentation des troubles, et au final des familles qui viennent vers nous parce qu'elles ont expérimenté d'autres choses. Et tout aussi bien, ça va pouvoir convenir aussi très bien à certaines familles d'être sur juste une consultation avec un consultant. Il existe également beaucoup de livres sur le sommeil des bébés, et chez Fedodo, il y a un livre en rédaction, parce que il y a beaucoup de livres très intéressants, mais moi personnellement, en tout cas, je peux pas en recommander un seul avec lequel je suis en lien, parce qu'il y a dans chacun des livres beaucoup de choses avec lesquelles je suis en lien, et puis dans chacun de ces livres-là aussi beaucoup de choses avec lesquelles je ne le suis pas. Mais de toute façon, s'informer, lire aussi beaucoup, ça peut aussi être une voie pour les parents. Après, on a aussi des livres avec des méthodes toutes faites à appliquer de manière unique chez l'enfant, et ça, alors ça peut aussi fonctionner pour certains parents. D'ailleurs, Fedodo est parfois confondu avec la méthode Chronododo, parce qu'il a été utilisé le mot Fedodo aussi. Et donc nous, on n'est pas du tout en lien avec ce livre, ni dans ce fonctionnement-là. Et pourtant, dans ce livre, il y a plein de choses aussi très intéressantes. Puis, il y a une méthodologie stricte proposée aux parents. Et si ça convient à la famille et aux valeurs, pourquoi pas. Il y a plein d'autres livres comme ça. Il y a La cure au dodo les petits. Il y a plein de choses comme ça. Après, nous, on s'aperçoit aussi qu'on a beaucoup de familles qui reviennent vers nous pour nous dire que en fait, ça va pas du tout, et qu'ils ont essayé diverses choses et que ça n'a pas fonctionné, voire même ça a empiré les choses, et qu'ils ont vraiment besoin d'être accompagnés de manière spécifique pour aller vers une solution qui soit vraiment sereine pour toute la famille. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il y a pas mal de littérature, il y a pas mal de professionnels, donc il faut pas hésiter à aller se renseigner, à lire les avis, à lire les documents. Il est possible, en tout cas aujourd'hui, de vraiment sortir je reste dans mon marasme de détresse et cette dette de sommeil néfaste pour la santé de mon enfant et moi-même, et où je
je vais faire quelque chose de possiblement assez violent à mon enfant, c'est-à-dire voilà, je vais le mettre dans une pièce seule avec sa détresse à lui aussi finalement, et puis jusqu'à ce que ça passe. Ouais, surtout, ce qui est du coup important de retenir, c'est qu'il est vraiment possible d'aller plus loin, de sortir de la dette de sommeil pour son Oui, enfant et puis après finalement, c'est à chaque famille, à chaque couple, à chaque parent de voir selon leur situation, selon leur affinité aussi et puis selon le temps qu'ils souhaitent consacrer, le budget qu'ils ont et cetera, de voir ce qui leur correspond le mieux. oui, Sachant complètement. effectivement que malgré tout, comme tu l'évoquais, chaque situation étant absolument unique, c'est important de trouver un professionnel qui saura, trouver ce qui correspond exactement à notre enfant à tel moment et ça, c'est vrai que c'est important aussi de pouvoir ajuster, de pouvoir affiner au fil des jours et des semaines qui se passent. Mais en tout cas, il y a des solutions et je pense que c'est vraiment le message aussi qu'on veut faire passer, à travers l'ensemble des podcasts. C'est, ce qu'on peut entendre à savoir, c'est normal, votre bébé pleure. Non, votre bébé ne dort pas, votre bébé pleure, la nuit, votre bébé ne dort pas. Non, il y a vraiment des solutions effectivement et c'est très, très positif de savoir ça. Oui, et je reviens peut-être sur le fait de dire qu'il y a aussi le fait de ne pas laisser mon enfant seul avec sa détresse jusqu'à ce qu'il s'endorme. Il faut savoir aussi que si c'est le chemin de certaines familles, voilà, il faut aussi se respecter et respecter son propre chemin à chaque instant. Nous, c'est pas du tout ce qui va être proposé chez Fedodo parce que ce n'est pas le nôtre, mais en tant que parent, voilà, son chemin à soi est toujours respectable et il faut avant tout s'écouter soi et choisir ses propres solutions. Super Caroline, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. On arrive, à la fin de cet échange qui s'est avéré, vraiment très, très riche. Tu nous as beaucoup détaillé, tu nous as détaillé pardon, des choses, très, très précises et je pense que rien que déjà avec ça, on touche, à ta philosophie, on touche à ton approche, on comprend bien comment tu fonctionnes, comment tu travailles et puis aussi les choses que tu peux apporter, aux gens, heu, au quotidien. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose pour conclure? Écoute, là pour ce sujet, pour moi, il y a oui, en effet, beaucoup de choses qui ont été dites et oui, je pense que c'est ce que je rajouterais en concluant, à chaque podcast, hein, chaque valeur familiale, chaque chemin familial est respectable et de ne jamais s'oublier, en tant que parent, vous êtes seul décisionnaire pour votre enfant et c'est votre chemin qui, de toute façon, est le bon. Super mot de la fin. Je rappelle Caroline qu'on te retrouve sur le site, Fedodo. Je mettrai bien sûr en lien dans la description du podcast, le lien du site. Je mettrai aussi le lien, du calendrier où on peut prendre des rendez-vous gratuits, hein. Tu les évoquais tout à l'heure. C'est vrai que ces rendez-vous, ça permet de faire un point et puis, du coup, les gens pourront avoir aussi l'ensemble des contacts des Fedodo puisque tu n'es pas seule à travailler chez Fedodo aujourd'hui. Tu as formé plusieurs consultantes Mmh. et donc voilà, ça permet aussi d'accéder, à ta philosophie, aux différents témoignages aussi sur le site et ça permet de te contacter et de contacter l'ensemble des consultantes. Je te dis à très bientôt Caroline pour un prochain épisode. Oui, à très bientôt Aurélie. Merci. Cet épisode touche à sa fin. Il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps, puisqu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Des questions sur le sommeil de votre enfant ou sur le vôtre en tant que parent, des interrogations plus largement sur le domaine de la petite enfance, je vous invite à solliciter directement un rendez-vous gratuit avec une consultante de l'univers Fedodo sur fedodo.fr. À très bientôt sur Allo Fedodo et prenez bien soin de vous.